Salut, c'est Clément Viktorovitch pour le podcast In Power, ravi d'être là et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner. Évidemment que ce que je fais sans le savoir c'est de l'analyse rhétorique. Convaincre est un pouvoir et il est là pour nous apprendre à le maîtriser. J'accueille le docteur en sciences politiques Clément Viktorovitch sur In Power. La couleur politique c'était pas trop son problème en réalité. Ça c'est un exemple de ce qu'on découvre quand on travaille auprès d'un parlementaire. Tu penses qu'on pourrait les remettre en question? Tous ceux avant moi se sont trompés. L'écueil dont il faut se garder c'est de convaincre en partant de soi plutôt qu'en partant de l'autre. Nous ne sommes pas égaux dans notre capacité et notre facilité à convaincre. À l'heure où les débats se polarisent, il est plus que jamais nécessaire d'en comprendre les codes et les règles, et c'est ce que Clément nous partage dans cet épisode. Quand est-ce que tu commences à t'intéresser à l'art de la rhétorique? L'art d'avoir toujours raison, c'est vraiment l'art d'être un salopard. Quand on dialogue, on ne sait jamais où est le vrai et où est le faux. Donc quand moi je dis je veux travailler sur le discours parlementaire, je suis déjà un ovni. J'avais cette intuition que tout cela n'était pas anodin. Est-ce que la séduction, c'est pas l'art de bien parler? Il faut pas me lancer sur ce sujet. On sent que ça te touche. Comment réussir à mener un débat? Quels sont les outils à connaître pour maîtriser la rhétorique? Comment décrypter les discours qui nous submergent? Comment tu fais pour convaincre quand tu n'as pas justement cette flamme? Bon bah là t'as bien besoin de techniques rhétoriques. Quelle différence tu fais entre convaincre et manipuler? Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Clément Viktorovitch. Bonjour Clément. Bonjour. Bienvenue sur In Power. Merci beaucoup, merci de m'inviter. Écoute, je suis très contente parce que tu sais que ça fait vraiment genre 2 ans et demi. Et pour une raison étrange, tu n'es jamais tombé sur mes messages. Je ne les ai jamais reçus. Ouais. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Louise cherche à te contacter, tu ne lui réponds pas, ça n'est pas poli. » J'ai cherché dans les archives de ma boîte, je n'ai rien trouvé. C'est fou. Incompréhensible. On a fini par y arriver, donc j'en suis très heureuse. Sache qu'en plus, tu aurais pu être mon prof à Sciences Po. C'est pas vrai. Si. Master communication et industrie créative. Tout à fait. Incroyable. Et je sais pas pourquoi, j'ai même pas le souvenir de t'avoir vu dans mon, tu vois, dans mes IP. Bon après au master, j'avoue, j'étais déjà un peu passager clandestin parce que. Mais est-ce que tu as eu des cours de rhétorique? Oui, avec Kouchner. Ah, tout à Alexandre fait. Kouchner. Un collègue, absolument, Voilà. absolument, un collègue. J'ai encore des vidéos de moi. Vu que comme j'étais déjà créatrice de contenu à l'époque, je vloguais mes journées. Et donc j'ai des vidéos de moi où je suis debout sur une chaise et il nous faisait parler avec un stylo dans la bouche. C'est le... Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Essayer d'être un peu plus éloquent. Oui, ça lui ressemble, ça lui ressemble. Mais c'était super. Non, c'est un des cours que j'ai préféré honnêtement, parce que très pratique en fait. Et c'est rare avec pas mal de cours, je trouve, qui ont tendance à être trop théoriques. Mais nous sommes là pour parler de toi. Déjà, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Ah, c'est terrible, c'est presque l'exercice le plus difficile. Non, c'est pour ça que je dis comme tu le souhaites. Ben oui, mais c'est ça qui rend l'exercice difficile. Quelqu'un qui nous a dit troubadour, j'ai trouvé ça génial. Oui, Clément Viktorovitch, donc j'ai 39 ans, bientôt 40. Le compte à rebours est enclenché, il se chiffre désormais en semaines. Je crois que quand cet épisode sortira, tu auras eu 40 ans. C'est très possible, c'est très possible. Je serai donc officiellement vieux, n'est-ce pas? C'est une question qui devient en réalité de plus en plus difficile parce que j'ai un parcours et des activités qui à la fois ont une forme de cohérence et en même temps commencent tout de même à s'étaler en de nombreux domaines. Donc je pense que le plus simple aujourd'hui, c'est de dire que je suis chercheur et enseignant en sciences politiques et en rhétorique. C'est ce que je n'ai jamais cessé d'être et de faire. Analyste du discours, ce serait presque encore plus précis. Ça non plus, je n'ai jamais cessé de le faire. Et puis, c'est une sphère que j'ai cherché à étendre, c'est-à-dire que d'abord, je l'ai fait à l'université, à la fois comme chercheur, comme enseignant. Ensuite, dans les médias, de l'analyse du discours, dans un livre qui est une forme de manuel pour apprendre à argumenter et à produire ses propres discours, qui s'appelle Le pouvoir rhétorique. Et puis aujourd'hui sur scène, dans L'art de ne pas dire, qui est un seul en scène de fiction, à la fois tourné vers l'analyse du discours politique et qui vise à donner des armes et des outils aux spectateurs et aux spectatrices qui viennent me voir pour justement pouvoir se défendre contre les discours politiques qu'ils reçoivent au quotidien et qui au-delà de cela est même une réflexion sur ce que la parole politique et la communication est en train de faire à notre contemporain, enfin à notre système politique contemporain. Donc voilà, troubadour ça me convient, ménestrel pourquoi pas, chercheur je le suis encore, enseignant je n'ai jamais cessé de l'être, chroniqueur de moins en moins malgré tout, encore sur France Info, mais de moins en moins tout de même. Bon, un peu tout ça à la fois. Qu'est-ce qui fait qu'un ado de 17 ans se dit « Moi, la science politique, ça me botte. J'ai envie d'y consacrer mes prochaines années. » En ce qui me concerne, ça ne s'est pas passé comme cela. Mais il y a tout de même une anecdote à raconter. Quand j'étais au lycée, j'étais absolument convaincu, persuadé de vouloir être astrophysicien.
Ça faisait des années que je me destinais à cette carrière. C'était une passion ancienne depuis le collège, peut-être même l'école primaire, la tête dans les étoiles. J'étais fasciné par les trous noirs. Voilà. Je m'étais forgé cette idée que je voulais étudier les trous noirs. C'est cette idée d'une espèce de trou dans l'espace-temps. Enfin, ça me fascinait totalement. Au lycée, j'ai intégré le journal du lycée. J'étais au lycée Hélène Boucher à Paris, j'ai intégré le journal du lycée qui s'appelait à l'époque HB Reporter. Je le précise parce que ça va avoir absolument pas d'importance, mais je le précise malgré tout. Et en fait, ça a été une rencontre avec le journalisme, en réalité, qui est le fruit du hasard complet. C'est-à-dire que l'histoire dont je ne sais même plus si je l'ai totalement racontée, mais du coup, c'est l'occasion, pourquoi pas. L'histoire, c'est que je m'étais inscrit dans l'atelier journal du lycée pour draguer une jeune camarade. Cette partie-là du projet a été un fiasco puisqu'elle a quitté l'atelier journal la séance qui suit, mais moi je suis resté. Et donc par contre ça a été une rencontre avec le journalisme. Je me suis rendu compte que j'étais en réalité beaucoup plus à l'aise avec les mots qu'avec les chiffres et les nombres, que là il y avait quelque chose qui résonnait extrêmement fort, une forme de naturel, d'évidence presque, quand il s'est agi de s'emparer comme ça de sujets politiques, parce que c'était déjà mon angle. Il y avait quelque chose qui vibrait très fort, qui résonnait très fort, dans lequel j'étais non seulement à l'aise, mais plus que cela. Je sentais une forme d'évidence et d'attrait, plus que d'attrait, d'importance. Voilà. J'avais l'impression que là, je faisais quelque chose d'important pour moi. Et donc, je suis resté l'année d'après. Je suis devenu rédacteur en chef du journal, dont j'ai fait changer le nom, parce que HB Reporter, c'était quand même catastrophique. Donc, il s'est appelé Le Boucher, ce qui, pour le lycée Hélène Boucher, me semblait constituer une forme de non naturel. Un sympathique. Ouais. Voilà. Et puis c'est comme cela que, contre toute attente, alors que je m'étais tout le temps imaginé faire carrière dans la physique, je me retrouve en fac d'histoire avec la ferme intention de devenir journaliste. Et à partir de là, mon parcours n'a été qu'une suite de zigzags un peu curieux, puisque arrivé en fac d'histoire, je découvre la recherche, l'enseignement. C'est-à-dire que pour la première fois, je vois des enseignants et je me dis mais j'aimerais être à leur place. Je m'étais jamais projeté prof de lycée parce que j'ai jamais aimé le lycée. Et là, à la fac, tout d'un coup, il y a eu... pour la première fois, je me suis senti bien dans ma scolarité. Qu'est-ce que tu aimais à la fac que tu n'aimais pas au lycée ? La liberté. La liberté, le fait d'être en partie libre des enseignements que je choisissais, le fait d'être libéré d'un groupe classe. Moi, je me suis jamais senti très heureux dans ce groupe fermé que j'ai toujours senti très oppresseur, très centré sur les questions de réputation, de gloriole, qui est celui qui accumule le plus de ce petit prestige lycéen dont on ressent toutes et tous la pression et qui pourtant a tellement peu d'importance in fine. Voilà, moi, c'est des choses qui m'ont jamais convaincu. J'ai clairement pas fait partie du groupe des gens cool quand j'étais au lycée. Et arrivé à la fac, là, au contraire, en fait, là où... j'ai vu beaucoup de camarades à la fac vivre des moments difficiles, se sentir désarmés, au sein de cette machine qui effectivement laisse les gens se débrouiller et peut broyer et broie de fait de nombreux étudiants et de nombreuses étudiantes, parce que c'est difficile de se retrouver livré à soi-même comme ça du jour au lendemain. Et pour moi, au contraire, ça a été une expérience libératrice. Donc là, je m'y suis senti très bien. Les travaux qu'on nous confiait étaient soudain pour moi enfin enthousiasmant, centré sur de l'analyse, valorisant la réflexion, valorisant parfois, pas toujours, il ne faut pas idéaliser l'expérience de l'université, mais valorisant quand même souvent l'indépendance d'esprit, l'esprit critique, le fait d'essayer de penser un peu par soi-même, voire d'être un peu malicieux, voire un peu contestataire parfois. Et je trouve que quand on a des bons profs, on se construit justement dans le fait de contester un peu l'autorité et d'essayer de tester les limites de ce que notre esprit critique peut fournir face à des enseignants qui sont évidemment tous très talentueux et très solides, bien sûr. Donc bref, je sais pas, pour moi ça a été cette expérience où tout d'un coup j'ai l'impression de me sentir à ma place, et donc je décide que je veux rester à l'université, que je veux en faire carrière, que mon rêve à ce moment-là, ça devient de ne plus jamais quitter les bancs de la fac, un rêve que j'ai réalisé, puisque je suis encore enseignant aujourd'hui. Et puis après, découverte de l'histoire médiévale qui me fascine absolument, un master du coup sur le mariage et la sexualité des évêques à l'époque mérovingienne, et puis je comprends à ce moment-là que ce qui me fascine, c'est la recherche beaucoup plus que l'histoire. Donc je me réoriente pour faire de la science politique, pour être en prise avec les enjeux plus contemporains. Une thèse à Sciences Po, j'ai fini par rentrer à Sciences Po, mais très tardivement en réalité, pour mon master 2. Thèse dans laquelle je découvre une passion
que j'ignorais, dont je n'avais pas conscience, mais qui existait depuis longtemps, pour la rhétorique en réalité. Et c'est à ce moment-là que je découvre que ce qui me fascine, et ce qui m'a toujours fasciné, c'est d'essayer de lire entre les lignes des mots, des phrases et des arguments, de décrypter ce qui se cache derrière tel terme ou tel autre. Comment est-ce que, à l'aide des mots et des phrases, on construit non seulement une pensée, mais une pensée qui se veut persuasive. Voilà, c'est pendant ma thèse que je découvre presque au hasard qu'en fait, c'est ça qui me passionne. Et donc, j'y consacre plusieurs années de recherche. Quel article t'es le plus fier d'avoir écrit dans HB Reporter ? Eh bien, je me souviens encore aujourd'hui d'un article que j'avais écrit à l'époque sur les Bouddhas de Bamiyan, patrimoine mondial de l'UNESCO qui avait été détruit en Afghanistan par les talibans, qui avaient pris le pouvoir. On était au moment où c'est quelque chose dont on parlait un peu moins quand même que par la suite dans l'actualité. Et j'avais été bouleversé par cette idée de sculpture ancestrale qui se retrouvait détruite du jour au lendemain pour des raisons d'obscurantisme religieux. Et j'en avais tiré un papier enflammé qui, bien sûr, avait fait vaciller les murs de la République, comme chacun peut l'imaginer. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont je me souviens encore aujourd'hui. Déjà à l'époque, je fonctionnais comme aujourd'hui, ça n'a pas changé, à l'indignation. Alors, on va reprendre quand même l'intitulé de cette maîtrise que tu as réalisée. Mariage et sexualité des clercs à l'époque mérovingienne. Absolument. Qu'est-ce qui te passionne dans la sexualité des clercs à l'époque mérovingienne ? Alors, c'est moins la sexualité des clercs en elle-même qui me passionne, encore que c'est un long sujet. Ce qui m'a fasciné dans l'histoire médiévale, j'étais pas du tout voué à faire des études d'histoire médiévale. J'étais même pas voué à faire des études d'histoire. Moi, j'étais rentré en histoire pour faire journaliste après. C'était une des voies possibles. Et donc, c'était ça le projet de départ. Puis, j'ai intégré au sein de la Sorbonne, de Paris 1, un diplôme qui s'appelait un BDUG, qui se fait un BDUG. C'est là où on voit que t'es vieux. Hein. Et je sais, j'ai fait un DUG. Non, mais je sais, c'est terrible. Donc aujourd'hui, ce serait une bilicence Histoire Sciences Po. Voilà, c'était la première année d'ouverture de ce truc-là. Et donc moi, je m'étais dit, formidable, la Sciences Po, ça va me permettre de commencer déjà à préparer mon futur métier de journaliste, etc. Et en fait, la science politique, alors que c'est ça qui m'attirait a priori le plus, en fait, c'est pas du tout la discipline pour laquelle j'ai eu le plus d'attrait. J'ai découvert une vraie passion pour l'histoire médiévale. Mais pour une raison simple, et donc ça me permet de répondre à la question que tu m'as posée, c'est que ce qui est fascinant, c'est pas la sexualité des clercs en tant que telle, ça c'est le pied de nez, c'est rigolo, ça permet de faire rire les copains en soirée, voilà, comme intitulé de mémoire. Ce qui est fascinant, c'est qu'à l'époque médiévale se construit sous nos yeux, en tout cas quand on l'étudie, on voit se construire sous nos yeux toutes les structures qui aujourd'hui non seulement constituent notre monde et notre société contemporaine, mais de surcroît que l'on considère comme des acquis, comme ayant presque toujours été là. L'État se construit doucement pendant l'époque médiévale, très progressivement. Le concept même d'État naît sous nos yeux quand on étudie l'histoire du Moyen-Âge, plutôt du bas Moyen-Âge que du haut Moyen-Âge. La religion chrétienne se construit sous nos yeux et des dogmes ou des principes qui aujourd'hui semblent être immémoriaux au sein notamment de la religion chrétienne. Moi, je suis athée, je ne suis pas chrétien, mais la religion chrétienne me fascine en ce qu'elle constitue l'un des socles, loin d'être le seul, mais l'un des socles constitutifs aujourd'hui de nos sociétés, les religions d'une manière générale. Et je trouve que voir se construire une religion sous ses yeux, c'est absolument fascinant. Et donc aujourd'hui, on considère comme un acquis, alors en l'occurrence dans la religion catholique, que les clercs, les prêtres, les évêques ne peuvent pas se marier, qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, qu'ils ne peuvent pas avoir de sexualité, que tout cela est absolument tabou. Bon. En fait, cette idée-là, elle naît à un moment, elle ne va pas de soi. La preuve d'ailleurs, c'est que quand Martin Luther va remettre en cause toute une partie du dogme, de ce qui deviendra le dogme catholique pour créer le protestantisme, il va notamment remettre cela en cause en disant mais rien dans la Bible, au fond, en tout cas dans les évangiles, rien n'impose que les clercs soient chastes. Et donc comment est-ce qu'à un moment donné, la chrétienté en vient à se forger encore une fois, c'est une histoire de conviction. Comment la chrétienté en vient-elle, en tout cas l'Église, pas la chrétienté, l'Église chrétienne, en vient-elle à un moment donné à se forger cette conviction qui est les clercs doivent absolument rester chastes, alors même que rien ne le dit très clairement dans nos évangiles. Et donc c'est ça que j'avais à cœur d'étudier. C'est-à-dire à la fois comment se forge cette conviction, qui en fait il faut remonter au père de la Bible, il faut remonter à Origène, il faut remonter non pas à Saint Augustin, mais
notamment Origène, qui est un des pères de la Bible, donc un des premiers exégètes de la Bible, dont les catholiques considèrent que sa plume a été inspirée par la parole divine, dont Martin Luther estimera ensuite que non, c'est simplement l'un des premiers théologiens. Bon, je trouve déjà ça que c'est... Bref, faut pas me lancer. Il faut pas me lancer sur ce sujet. Là, la sexualité des clercs, c'est... Ouais. Non, mais on sent que ça te touche. Non, mais c'est génial. Tout ceci est absolument génial. C'est-à-dire, tout ceci est absolument fascinant de voir comment est-ce que se construit à ce moment-là un dogme, comment se construit à ce moment-là quelque chose qu'on va accepter à une époque donnée, à un moment donné dans l'histoire comme vrai, et qui derrière ne va pas être remis en question. Va l'être par Martin Luther, va l'être par les protestants, mais au sein de l'Église catholique ne va pas être remis en question. Et aujourd'hui, en 2024, les clercs, évêques, prêtres catholiques n'ont pas le droit d'être mariés, font vœu de chasteté, renoncent à cette chose qui tout de même est un peu d'importance dans la vie d'un être humain, qui est la sexualité. Et pour quelles raisons ils le font? Pour des décisions qui sont prises au 6e, 7e siècle. C'est incroyable, enfin, c'est fou quand on y pense. Et tout me fascine là-dedans. Comment la décision est prise, comment on tente de la faire appliquer. Parce que c'est pas évident au début. Parce que l'Église, à ce moment-là, faut pas me lancer là-dessus parce que là, c'est un autre podcast, mais l'Église, à ce moment-là, est en crise d'expansion. C'est-à-dire qu'on construit des églises partout, donc il faut ordonner des prêtres. Sauf que les prêtres qu'on ordonne, ils sont pas prêtres depuis le berceau, et il n'y a pas encore d'école d'ordination. Donc du jour au lendemain, on leur dit, toi, frérot, maintenant t'es prêtre, félicitations, bravo, joli choix de carrière, du prestige, c'est très bien, le gîte et le couvert assuré. Mais par contre, tu peux plus coucher avec ta femme. Ah bah, c'est pas évident quand même. Comment est-ce qu'on fait accepter cela? Comment on tente de l'imposer? Bon, et c'est tout ça que moi j'ai étudié. Tu penses qu'on pourrait remettre en question aujourd'hui ces dogmes propres parce que c'est pas propre qu'à la religion chrétienne. D'ailleurs, dans toutes les religions, il y a des dogmes qui sont, comme tu l'as très bien dit, construits et non pas naturels. Tu penses qu'on pourrait les remettre en question? Bah, alors c'est là où je peux pas répondre de manière générale parce que pour le coup, je suis pas du tout un historien des religions au-delà de ce que je sais, de l'Église chrétienne, mais là, en l'occurrence, là-dessus, oui. Enfin, il y a des revendications qui s'expriment au sein de l'Église catholique en faveur du mariage des clercs, en faveur de l'ordination des femmes, que rien n'empêche non plus au sein, a priori en tout cas, au sein des évangiles. Bon, donc ça pourrait arriver. Mais, et d'ailleurs, en réalité, Martin Luther, figure dont je pourrais parler pendant des heures, par fascination historique et intellectuelle, Martin Luther, c'est quelqu'un qui choisit à un moment donné de dire « La parole des pères de l'Église n'est pas divine, elle n'est pas incontestable. Ce sont des exégètes, des théologiens comme moi, Martin Luther, docteur en théologie, ce sont des théologiens comme moi, ils ont lu et interprété la Bible comme je suis apte à le faire, et si j'estime qu'ils se sont trompés, eh bien, je peux le dire pour en revenir au fondement de ce que disent les évangiles. Mais moi, j'ai toujours été fasciné par cette prouesse intellectuelle de quelques-uns qui, à un moment donné, disent « tous ceux avant moi se sont trompés ». Ouais, le niveau de confiance qu'il faut pour... Oui, un petit peu. Souvent des hommes, d'ailleurs. Effectivement, bah, en tout cas, ce sont eux que l'on a retenus, hélas, parce qu'il y a quantité de grandes penseuses et de grandes scientifiques, femmes, qu'effectivement, dont nous bénéficions aujourd'hui des travaux, mais que l'histoire n'a pas retenu dans son panthéon, ce qu'il faut bien sûr déplorer. Mais en tout cas, cette capacité, à un moment donné, à dire « je pense que tous ceux qui venaient avant moi se sont trompés et qu'il faut voir les choses autrement », c'est quelque chose qui me fascine. Bon, on pourrait parler de Nicolas Machiavel, c'est la même histoire. C'est quelqu'un, indépendamment des accusations en machiavélisme qu'on lui fait, on pourrait parler de Machiavel longtemps. Mais... Tu peux nous dire, juste, je pense que ça pourrait intéresser les gens, d'où vient le mot machiavélique? Pourquoi est-ce qu'il est lié à Nicolas Machiavel? En fait, le mot machiavélique, c'est un adjectif en langue française qui pourrait dire fourbe, malin, prêt à tout pour atteindre son objectif. C'est ça qu'on entend dans machiavélique. Prêt à toutes les manipulations, à toutes les fourberies, à toutes les tromperies pour atteindre sa cible. Et effectivement, ça vient d'une lecture, je dirais, littérale et un peu basse du front du Prince de Machiavel. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on lit le Prince de Machiavel, Machiavel fait l'éloge d'absolument toutes les saloperies possibles en matière politique. Il nous explique que, par exemple, quand on a conquis... Donc le Prince, qui est un manuel de conquête et d'exercice du pouvoir, hein, Machiavel nous explique que quand tu conquiers une ville, il est de bon ton d'attendre que quelqu'un bouge une oreille et commette quelque larcin que ce soit. Alors, si ça peut être un larcin politique, c'est pas plus mal. Si le type peut contester ton autorité publiquement, se monter sur une palette pour dire à corps et à cri que tu n'es pas légitime à être le prince de cette cité, tant mieux. Mais à la limite, qui ira voler une pomme, qui ira uriner dans la rue à un endroit non autorisé, ça fait l'affaire aussi. Bon, le premier qui bouge une oreille, tu le prends,
Tu l'enfermes, bien sûr, tu le tortures, mais alors cruellement. Et une fois qu'il a été cruellement torturé, tu l'exécutes de la manière, bien sûr, la plus atroce qui soit, en public. C'est très important pour Machiavel de faire cela. Pourquoi ? Parce que ainsi, ça passera l'envie à tous les autres de venir contester ton autorité et donc tu auras la paix dans ta cité. Bon, évidemment, quand on entend Machiavel faire cet éloge-là, quand on l'entend faire l'éloge de César Borgia, qui est quand même l'un des types les plus sanguinaires que son époque ait porté, tu peux te dire que oui, Machiavel est bien cet homme machiavélique dont l'histoire, que l'histoire a retenu et dont elle a fait un adjectif. Et en réalité, ça vient d'une lecture tout à fait tronquée du Prince de Machiavel. Et quand je dis tronquée, c'est littéralement tronqué, c'est qu'on oublie généralement de lire le dernier chapitre, qui est un peu étrange, où soudain Machiavel quitte les considérations pratiques pour rentrer dans quelque chose de plus théorique. Et où généralement les gens lâchent l'affaire ici en disant « bon, bah, il parle d'autre chose ». Et en fait, dans ce dernier chapitre, Nicolas Machiavel explique que toutes ces cruautés, tous ces moyens, y compris les plus immoraux, que le prince doit être prêt à adopter, savoir à la fois simuler et dissimuler, tromper quand c'est nécessaire, être cruel quand il le faut, tous ces moyens, pourquoi ? Parce que Machiavel nous dit, aujourd'hui, l'Italie, enfin la péninsule italienne, il n'y a pas de pays italien encore à l'époque, il n'y a pas de nation italienne, mais la péninsule italienne est une péninsule de cités-États divisées qui se font la guerre les unes aux autres. Machiavel considère que les premières victimes de ces guerres, ce sont les habitants italiens. Et pour lui, l'Italie a besoin d'un homme qui aura suffisamment de poigne, suffisamment de force, suffisamment de machiavélianisme pour prendre le pouvoir, unir la péninsule italienne et y faire régner la paix. Et c'est cela le machiavélianisme, c'est le fait de dire que la fin justifie les moyens à condition que la fin soit bonne. Et on tronque généralement la pensée de Machiavel en disant la fin justifie les moyens. C'est-à-dire, tu veux devenir riche, sois prêt à tout pour y parvenir. C'est pas du tout ça ce que dit Machiavel. Machiavel dit oui, la fin justifie les moyens, y compris les plus terribles et immoraux qui soient, à condition que la fin, elle, soit bonne. Bon, ça ouvre toute une discussion, qu'est-ce que c'est qu'une fin bonne, etc. Mais le machiavélianisme, être machiavélien, c'est cela. C'est considérer qu'à partir du moment où je vise une fin qui, moi, me paraît capitale, les moyens pour y parvenir sont justifiés. Donc ça, c'est ce que dit Machiavel dans Le Prince. Et toute cette pensée-là, et c'est là le tour de force absolument magistral que certains loupent en lisant Machiavel, le tour de force, c'est que Machiavel écrit un livre de politique qui se détache complètement de la sphère religieuse. Machiavel ne dit pas que ce qui est bon pour l'Italie, c'est ce que les évangiles considèrent comme bon, la religion considère comme bonne. Il dit la religion, c'est une chose, la politique, c'en est une autre. Pour moi, l'objectif de la politique en Italie, ça doit être la paix. Mettons en œuvre ce qu'il faut pour y parvenir. Et ce faisant, il est, en Occident, le premier penseur à détacher les sphères religieuses et politiques. C'est le premier à dire vos trucs là de tu ne tueras point, le bien, le mal, c'est très bien, mais c'est vos problèmes de religieux. Moi, je m'intéresse à la politique. Mon problème, c'est comment conquérir le pouvoir, faire la paix en Italie. Parce que c'est ça qui fera le bonheur des peuples. Et cette pensée-là, le fait de dire tous ceux avant là, qui écrivaient les miroirs du prince et qui expliquaient au prince comment rester bon, comment rester fidèle aux préceptes religieux, vous vous trompez. C'est pas ça la politique. La politique est une sphère indépendante, c'est un tour de force. Voilà. Et moi, je suis fasciné par ces penseurs et penseuses, parce qu'il y en a eu, qui sont capables, comme ça, du jour au lendemain, d'envoyer balader tout ce qui s'est fait avant. Je trouve que ça demande une indépendance d'esprit, un esprit critique, une confiance en soi, effectivement, qui force l'admiration, à travers les âges et les siècles. À la fin de tes études, tu commences par être assistant parlementaire. Qu'est-ce qui fait que tu choisis la voie de la politique et non celle de l'enseignement, du journalisme, comme tu t'y destinais pourtant ? C'est vrai. Et je ne l'interpréterai pas comme ça. C'est vrai effectivement que j'ai été assistant parlementaire à la fin de mes études après mon master. C'était aussi au début de ma thèse. C'était pour moi une manière de financer ma thèse puisque je n'ai pas obtenu tout de suite de contrat doctoral. J'en ai eu un quelques années plus tard, assez tardivement. Et donc dans un premier temps, je me retrouve doctorant certes, à Sciences Po, c'est vrai, mais sans financement. Donc il fallait bien trouver une manière de vivre, tout simplement, de quitter quand même un jour le domicile familial et le plus tôt possible. Et donc, j'ai accepté, comme beaucoup de doctorants qui n'ont pas de financement, enfin, j'ai pas accepté, j'ai cherché pas un petit boulot, j'ai cherché un emploi, tout simplement, un emploi qui ne me prenait pas tout mon temps et qui me permette de continuer à côté d'étudier. Donc moi, je faisais ma thèse sur le Parlement, sur l'Assemblée nationale et le Sénat, et c'était assez naturel, au fond, de chercher un emploi d'assistant parlementaire. Il se trouve qu'on était en 2007, l'Assemblée nationale venait d'être renouvelée, et donc j'envoie des mails à de nombreux députés, sans trop de réponses, et je vois un peu par hasard l'annonce d'un sénateur, le sénateur de Mayotte,
donc un sénateur d'outre-mer, qui cherchait un assistant parlementaire. Sénateur MoDem, dans la majorité de Nicolas Sarkozy. Moi, c'était pas forcément ma tasse de thé à l'époque, et en même temps, j'ai vite compris que la couleur politique, c'était pas trop son problème en réalité. Il était MoDem comme il aurait pu être par tradition, comme il aurait pu être un autre parti. Lui, il défendait son île. C'était vraiment un député qui défendait Mayotte. C'était ça ce qu'il avait à cœur. Et pas de rentrer dans les querelles politiques métropolitaines, en tout cas nationales. Lui, il défendait sa circonscription, il défendait son île. Donc c'est pour ça que notre collaboration a fonctionné. Et j'ai travaillé 1 an avec lui. Et effectivement, je me suis retrouvé dans une situation qui aurait pu être tout à fait embarrassante parce que derrière, dans ma thèse, j'ai analysé des discours au Sénat. Il se trouve que les projets de loi que j'ai choisi d'étudier commençait après la période durant laquelle j'ai travaillé pour Adrien Giraud, le sénateur de Mayotte. Mais j'aurais pu, avec un autre corpus, me retrouver en situation d'analyser des discours que j'avais moi-même écrits, ce qui évidemment aurait posé un problème un peu éthique. Ouais, voilà, j'aurais été obligé de le mentionner en note de bas de page, j'imagine. Ça ne s'est pas présenté. Et ça a été 1 an intéressant où j'ai découvert le Parlement de l'intérieur, compris comment tout cela fonctionnait, écrit moi-même quelques discours en effet. Découvert aussi et surtout les enjeux ultramarins, et notamment les enjeux mahorais qui étaient déjà prégnants et difficiles à l'époque, qui sont devenus difficiles davantage encore aujourd'hui. La situation à Mayotte, elle est extrêmement tendue, très compliquée. Et moi, c'est une situation que j'ai découverte il y a maintenant une vingtaine d'années, parce que ça remonte à il y a une vingtaine d'années. Ouais, ça a duré 1 an, et puis au bout d'1 an, je me suis vite rendu compte que justement, en fait, assistant parlementaire, même si c'était un poste à mi-temps, mais c'est quand même un poste qui est extrêmement prenant, même à mi-temps. Et donc je voyais bien que ça me libérait pas du tout assez de temps pour à côté enseigner, à côté faire ma thèse, continuer de lire. Et donc j'ai démissionné au bout d'1 an, et c'est un peu après que j'ai obtenu un financement doctoral. En quoi ça a changé ta vision de la politique ? Quelle était ta vision de la politique avant cette expérience et quand tu la quittes Étonnamment, cette expérience-là ne change pas ma vision de la politique, pas tout à fait. Je découvre, c'est vrai, que les parlementaires peuvent être parfois moins experts qu'on peut l'imaginer. Je découvre la réalité du travail parlementaire aussi, c'est-à-dire que ça, de toute façon, je l'aurais découverte parce que ça faisait partie de mon travail d'enquête de terrain dans le cadre de ma thèse. Mais c'est vrai que c'est en étant assistant parlementaire que j'ai pris conscience de réalités au Parlement que les gens ignorent. Par exemple, je prends peut-être l'exemple le plus prégnant. Beaucoup de personnes sont heurtés et fâchés quand ils allument la chaîne parlementaire ou Public Sénat, qui tombent sur l'hémicycle de l'Assemblée et du Sénat et qui voient un hémicycle aux 3/4 vide. Ça, par exemple, grand classique, quoi. Et donc, c'est quelque chose qu'on lit beaucoup sur Twitter, tous ces députés et sénateurs qui sont jamais là, ils sont payés à rien faire, etc. Et en réalité, moi, je découvre en travaillant au Parlement que c'est une excellente chose que les assemblées soient aux 3/4 vides, en tout cas que les hémicycles soient aux 3/4 vides, parce que le travail parlementaire, il est extrêmement spécialisé. Des projets de loi ou des propositions de loi, il y en a des dizaines et des dizaines chaque année, et nul parlementaire, nul député ou sénateur ne peut être expert en tout. Et donc le travail parlementaire, il est par nature divisé. Il y a une vraie division du travail avec des députés ou des sénateurs qui se spécialisent dans un domaine plutôt que dans un autre. Et donc un député qui par exemple est spécialiste des affaires d'éducation, s'il y a une grande loi de programmation militaire dans l'Assemblée, qui est en examen dans l'hémicycle, c'est plutôt une bonne chose qu'il soit pas là, parce que s'il est là, il va simplement servir à lever la main, il comprendra absolument rien à ce qui est en discussion, il saura absolument pas comment voter de manière critique sur les amendements, et c'est normal, c'est pas sa spécialité. Ce député, son temps est beaucoup mieux utilisé s'il est en commission en train d'examiner le projet de loi éducatif ou le projet de loi sur l'éducation qui va rentrer en discussion quelques semaines plus tard. S'il n'y a pas de projet de loi sur l'éducation qui va rentrer en discussion quelques semaines plus tard, il est beaucoup plus utile dans son bureau à travailler, à préparer des amendements, à faire des auditions, à discuter avec des acteurs de terrain, éventuellement même au restaurant en train de déjeuner avec, je sais pas, des responsables associatifs. Oui. Donc c'est tout ça qui fait aussi partie du travail parlementaire et qui explique que, oui, un député ou un sénateur qui n'est pas dans l'hémicycle, c'est pas forcément qu'il est fainéant. Parfois, oui. Il y en a des députés ou des sénateurs qui ne foutent rien, on les connaît d'ailleurs, et on peut les identifier assez facilement. On a maintenant tous les outils pour traquer le travail parlementaire. Mais par contre, ce qu'il faut dénoncer
plutôt que l'absentéisme en hémicycle, c'est plutôt le présentéisme. C'est-à-dire que le problème, c'est plutôt les députés et sénateurs qui justement passent leur temps dans l'hémicycle, se contentent de lever la main pour voter comme leurs copains sur des amendements auxquels ils comprennent rien, pour donner l'impression qu'ils font quelque chose, co-signent quantité d'amendements alors qu'ils savent absolument pas ce qu'ils ont co-signé, le tout pour donner l'impression de s'agiter sans jamais produire un vrai travail. C'est le présentéisme qui est plus problématique que l'absentéisme. Ouais, ça, c'est un exemple de ce qu'on découvre quand on travaille auprès d'un parlementaire. Quand est-ce que tu commences à t'intéresser à l'art de la rhétorique ? Alors c'est là qu'on arrive dans le mythe familial. Mes parents racontent de moi que j'ai appris à parler très tôt, que j'ai aimé discuter extrêmement jeune, qu'on ne pouvait pas me faire taire et que j'avais toujours quelque chose à dire. Et bon, est-ce que c'est vrai? J'imagine en partie. Est-ce que c'est reconstruit? Peut-être en partie aussi. Bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que très vite le langage, très vite les mots, très vite tout ça m'a fasciné. Les histoires aussi, moi, quand j'étais gamin, je rêvais d'écrire des histoires. C'est quelque chose que j'ai un peu fait justement avec ma pièce de théâtre, mais c'est très récent en réalité, que je me frotte un tout petit peu à la fiction. Il y a grosso modo, dans ma découverte de la rhétorique, il y a 3 grandes pierres angulaires, 3 grandes étapes. La première, c'est quand j'arrive à l'université. Donc, je suis étudiant en histoire et dans une librairie, je vois traîner sur une étagère une version Librio. Donc les Librio, c'est les petits livres 2 €, tout fins, tout petits, de L'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer. Et quand je lis le titre, il y a quelque chose qui me parle. Je me dis, tiens, peut-être y a-t-il dans ce livre quelques compétences qu'il est utile d'aller glaner. Donc je l'achète et je lis le bouquin. Il me fascine absolument, l'art d'avoir toujours raison, 35 ou 38 stratagèmes, j'ai oublié le nombre exact. Quels sont les stratagèmes qui t'ont le plus marqué ? Mais alors, l'art d'avoir toujours raison, c'est vraiment l'art d'être un salopard. Arthur Schopenhauer, enfin, le stratagème le plus marquant, c'est vraiment l'ultime stratagème, le tout dernier, qui consiste à dire que quand on sent que notre adversaire a le dessus et qu'on a perdu la partie et qu'il va être clair aux yeux de tout le monde que l'on est dominé dans la discussion, il faut devenir injurieux, blessant, grossier, pour faire perdre à l'autre sa contenance et sa concentration, le pousser à l'erreur et peut-être espérer ainsi reprendre l'ascendant dans la discussion. Voilà, donc c'est jusque-là que va Arthur Schopenhauer, c'est dire pour le coup l'immoralité absolue. Mais bon, Schopenhauer nous dit, lui, sa vision du débat, c'est de dire, quand on discute, quand on dialogue, on ne sait jamais où est le vrai et où est le faux. C'est-à-dire, on peut tout à fait être convaincu sur le moment par les arguments de l'autre, se faire battre par ses arguments. On peut tout à fait se dire, tiens, mais en fait, c'est lui qui a raison. Je peux pas contre-argumenter, je n'ai pas d'objection, il triomphe de moi. Et puis, 3 heures plus tard, réaliser qu'en fait, si des objections, il y en avait, des contre-arguments, il en existait, ils ne nous sont simplement pas venus à l'esprit immédiatement. Et donc Schopenhauer dit, on peut très bien se laisser convaincre de quelque chose de faux, comme on peut réussir à perdre dans un argument alors que nous avions raison, alors que c'est nous qui étions dans le vrai. Il faudrait débattre de ce que veut dire être dans le faux et dans le vrai au sein d'une discussion. Ce serait une discussion très longue, enfin un débat très long entre nous. Mais Schopenhauer part de ce constat. Et donc il nous dit, au fond, quand on débat avec quelqu'un, ce qui est en jeu, c'est pas le vrai ou le faux. Le vrai ou le faux, ça se passe dans notre esprit. On y repensera le soir dans notre plumard. Et c'est là qu'on se demandera, tiens, mais est-ce que ces arguments qu'il m'a donnés ne sont pas de nature à me convaincre malgré tout? Ça, c'est de l'affaire de ce qu'on appellerait la délibération interne. C'est chacune d'entre nous, dans notre lit, le soir, on peut y repenser. Par contre, dans le moment, comme à l'instant T du débat, il est impossible de savoir qui a raison et qui a tort, la seule chose qui est en jeu pour Schopenhauer, c'est gagner, triompher, la victoire qui va nous valoir du prestige, du pouvoir, de l'éclat aux yeux de celles et ceux qui nous écoutaient. Et donc Schopenhauer dit, voilà, puisque la seule chose qui est en jeu en fait dans une discussion, c'est la victoire, trouvons 38 stratagèmes pour toujours l'emporter. Et moi, cette pensée-là, qui n'est pas vraie, hein, évidemment, bien sûr, heureusement qu'on peut, par nos discussions, par nos délibérations, chercher ensemble à faire progresser la connaissance, chercher à rapprocher nos positions. Enfin, fort heureusement, la vie n'est pas que conflictuelle et que compétitive tout le temps. Et donc, on peut échanger aussi pour essayer de réfléchir ensemble, de se convaincre, mais de se convaincre honnêtement, parce que je suis vraiment persuadé de ce que je pense, tout en étant ouvert à ce que toi, tu vas pouvoir m'opposer et me dire. Évidemment que tout cela, c'est possible, et tout cela, Schopenhauer fait comme si c'était de l'ordre de la fantaisie. Mais voilà, je découvre cette pensée qui est ultra radicale, très pessimiste, très cynique, mais incroyablement séduisante et enthousiasmante. Et donc, ce livre me marque, je le lis,
Je deviens insupportable dans les discussions de la vie de mes copains de l'époque, qui sont encore mes potes d'aujourd'hui, qui se rendent bien compte que j'ai bien intégré les stratagèmes, que je me suis empressé d'oublier, donc comprenant qu'effectivement, la vie n'était pas qu'une lutte. Mais voilà, quand on a 20 ans et qu'on aime l'art du débat, forcément, on se laisse vite emporter. Mais ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est au moment de la rédaction de mon master, justement, c'était 2006, on était en pleine crise du CPE, le contrat première embauche, qui a été un grand mouvement social à l'époque contre le gouvernement de Jacques Chirac. Je suis vieux. Et ce conflit social du CPE auquel moi j'ai moi-même participé, j'étais très remonté contre cette réforme du gouvernement Villepin. Le débat politique se jouait beaucoup à l'Assemblée nationale dans les questions au gouvernement. Et donc moi, je travaillais sur la sexualité et le mariage d'éclair à l'époque mérovingienne, mais je m'interrompais tous les mercredis et jeudis après-midi pour regarder les séances de questions au gouvernement. Et je me rendais bien compte que ça me fascinait beaucoup plus d'écouter les députés parler et débattre que de lire des canons de concile mérovingiens et des chroniques écrites par l'évêque Grégoire de Tours. Donc ça, c'est le deuxième moment où je me dis, tiens, mais il y a quelque chose dans le discours qui m'intéresse. C'est pour cela que je vais à Sciences Po, je vais à Sciences Po en sciences politiques pour étudier justement le discours parlementaire. Et alors là, il se passe quelque chose d'intéressant. Donc j'arrive à Sciences Po, je dis, moi je veux travailler sur le discours parlementaire, pas du tout populaire à l'époque, très marginal au sein de Sciences Po. Faut le faire pour être marginal au sein de pas mal de marginaux. Ouais, non, mais je sais, c'est vrai que Sciences Po, c'est en soi une niche, mais à Sciences Po, à l'époque, on fait une science politique qui est très quantitative. On aime beaucoup compter les choses, on aime beaucoup les preuves chiffrées, on aime les statistiques, on aime étudier les votes, on aime étudier, quand on travaille sur le Parlement, on aime étudier les votes des parlementaires. Voilà, c'est une science politique très quantitative, pas seulement, mais quand même très quantitative à Sciences Po. Et il y a très peu d'analyse du discours, très peu. Donc quand moi je dis je veux travailler sur le discours parlementaire, je suis déjà un ovni. Et non seulement je suis un ovni, mais à l'époque, on me dit, bon, très bien Clément, mais tu vas faire de la lexicométrie. Tu vas utiliser des analyses qui vont compter les occurrences des mots pour faire des jolis graphiques, des nuages de termes, etc. Et moi, je dis non. Je vais prendre les discours et chercher dedans les métaphores, les analogies, les figures rythmiques, les assonances. Je vais chercher tout ça. Et je savais même pas exactement pourquoi à l'époque. Et quand on me demande quelle est ma méthodologie, j'ai même bien du mal à la nommer. C'est-à-dire, je dis, je sais pas, j'essaye de faire comme une analyse littéraire des discours politiques. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en termes d'argumentation qui se joue ici. J'ai l'impression que ça n'est pas anodin, tout ça. Voilà. J'avais cette intuition que tout cela n'était pas anodin. J'explique ça à mes collègues à Sciences Po, ils me disent « Ok, très bien, continue, on ne sait pas trop ce que tu fais, mais n'hésite pas à le faire. » Et c'est au gré d'une discussion avec un collègue spécialiste du Parlement lui aussi qui avait étudié la controverse. Et quand je lui explique ce que je fais, mon confrère David Smadja me dit « Mais Clément, c'est marrant. Ce que tu fais, moi ça m'évoque un livre que j'ai lu il y a quelques années qui m'a énormément marqué, qui s'appelle Le traité de l'argumentation de Chaim Perelman et Lucie Olbrecht de Tiketa. Le sous-titre de ce livre, c'est La nouvelle rhétorique. J'ai l'impression, me dit-il, que la grille que tu mobilises, c'est une grille d'analyse rhétorique. Et à ce moment-là, le mot me frappe et je me dis « Mais bien sûr !» Évidemment que ce que je fais, sans le savoir, tel un monsieur Jourdain, c'est de l'analyse rhétorique. La rhétorique, à l'époque, était tellement peu populaire que j'en faisais depuis 2 ans à Sciences Po. Personne, aucun chercheur ne m'avait dit « Mais Clément, là, tu es en train de réinventer la roue. Ce que tu fais, ça s'appelle de la rhétorique. » Personne n'avait pensé à me dire ça. La rhétorique n'existait pas au sein de la science politique. Personne ne s'y intéressait. C'était ultra marginal. Sans parler du débat public, il y a très peu de monde qui s'intéressait à la rhétorique. On parlait de sémiologie, on parlait vaguement d'analyse du discours, mais le mot rhétorique était peu présent dans le débat public. Et donc je plonge dans la nouvelle rhétorique de Chaim Perelman, et puis dans tout le reste, la rhétorique d'Aristote, le De Oratore de Cicéron, les livres plus récents contemporains sur la rhétorique, le manuel des figures du discours de Fontanier, un beau livre qui s'appelle Introduction à la rhétorique d'Olivier Reboul, qui est centré plutôt sur la rhétorique littéraire. Je lis un peu tout cela pour essayer d'aller glaner tous les outils possibles un peu partout pour reconstruire une grille d'analyse rhétorique qui puisse s'appliquer au discours politique. Ce qui était, je ne vais pas dire inédit, parce que c'est pas vrai, parce qu'en fait, dans le monde anglo-saxon, on s'était déjà réinterrogé sur la rhétorique depuis un moment, au Canada un petit peu, en Belgique un petit peu, mais en tout cas, dans la sphère intellectuelle qui était la mienne à ce moment-là, la sphère française, c'était une démarche qui était très en marge des courants universitaires. Quelle différence tu fais entre convaincre et manipuler ? Une différence à la fois claire et en même temps avec une zone de gris au milieu. Convaincre, c'est
vaincre les réticences de l'esprit critique de l'interlocuteur. Convaincre, c'est amener l'autre à accepter des arguments, ou accepter une position plutôt, amener l'autre à force d'arguments à accepter une position qu'il désapprouvait initialement. Je te dis, moi je pense ceci, tu me réponds, j'en suis pas convaincu. Et à ce moment-là, s'engage une lutte entre mes arguments et ton esprit critique. Je vais te proposer une constellation d'arguments. Soit je vais réussir à vaincre ton esprit critique, tu vas finir par me dire, tes réticences. Vaincre tes réticences, tu vas me dire, oui, en fait, c'est toi qui as raison, tu m'as convaincu. Soit tu vas me dire, non, désolé, je ne reste pas convaincu, je ne suis toujours pas d'accord avec toi. Donc ça, c'est l'art de convaincre. C'est déployer un ensemble d'arguments, mais pas seulement d'arguments, c'est-à-dire utiliser aussi les émotions que l'on suscite et l'image que l'on renvoie pour vaincre les réticences de l'interlocuteur et emporter sa conviction, convertir sa position à la nôtre. En tout cas, dans l'idéal, ça c'est convaincre. L'art de convaincre s'exerce donc par nature en pleine lumière. C'est-à-dire, je cherche à te convaincre, tu me vois chercher à te convaincre, et tu es libre d'accepter ou de refuser la pression que je fais peser sur toi. Ça, c'est l'art de convaincre. Il s'exprime en pleine lumière. Si on voulait faire une métaphore, on dirait que c'est l'art du karaté, par exemple. C'est l'art du karaté ou l'art de la boxe. Parfois, l'art du judo, de l'aïkido, c'est-à-dire faire trébucher l'autre dans ses propres contradictions. Mais ce qui est sûr, c'est que ça s'exerce en pleine lumière. La manipulation, pour filer la métaphore, ce serait dans ce cas-là plutôt l'art du ninja. C'est-à-dire l'art de passer dans le dos et de planter un couteau entre les côtes de l'interlocuteur sans même qu'il nous ait vu arriver. L'art de la manipulation, c'est avoir un impact sur ce que pense autrui sans que cette personne ne sente même une pression s'exercer. Et donc, ça pose évidemment un problème éthique manifeste qui est, si je suis en train d'avoir une influence sur ce que tu penses, sans même que tu te rendes compte que je fasse peser une pression, que je sois en train de faire quelque chose, alors tu ne peux pas te défendre contre cette influence. La manipulation prive donc l'interlocuteur d'une de ses facultés les plus essentielles, d'une de ses libertés les plus essentielles, la liberté de dire non, la liberté de refuser. Ainsi présenté, on a l'impression que c'est deux choses très différentes, que convaincre et manipuler, c'est vraiment deux univers bien distincts, que convaincre c'est bien et manipuler c'est mal. En réalité, c'est toute la difficulté, on voit bien qu'il y a une bande de gris au milieu et que certaines techniques rhétoriques qui visent à convaincre l'interlocuteur peuvent avoir une composante manipulatoire ou peuvent évoluer vers une technique d'ordre manipulatoire. Je prends l'exemple auquel tout le monde pense, l'utilisation des émotions. C'est bien et c'est même nécessaire d'utiliser les émotions pour convaincre, parce que nous ne sommes pas des ordinateurs, des tableaux Excel, on ne juge pas le monde avec les yeux froids d'une calculette. On a besoin de nos émotions pour appréhender le monde. Il y a des réalités qui sont tellement loin, qui nous sont tellement étrangères, que notre intellect ne suffit pas pour en prendre toute la mesure. Si je te dis actuellement, il y a des centaines de personnes qui meurent en mer Méditerranée en tentant de rejoindre l'Union européenne. Bon, ça reste très abstrait, des centaines de personnes qui meurent dans la mer Méditerranée. On se dit oui, c'est loin. Ces personnes viennent de vraiment très loin. J'ai du mal à me connecter à elles. Bon, si on s'adresse simplement à l'intellect, ça peut nous passer très au-dessus de nous et on peut échouer à prendre toute la mesure du drame qui se joue. Alors que si on commence à décrire ce qui se passe réellement, à montrer des images de ces personnes, à montrer quelles en sont les conséquences. On se souvient de la photo du petit Alan Kurdi, cet enfant syrien échoué sur une plage turque, où soudain tout le monde avait pris conscience que quand on dit il y a des centaines de personnes qui meurent dans la mer Méditerranée, c'est ça, c'est des vrais gens. Et ils nous ressemblent, et ce sont des êtres humains comme nous, et ils méritent également notre compassion. Donc les émotions, en rhétorique, en argumentation, ne sont pas malfaisantes. Au contraire, elles sont une composante nécessaire de l'esprit humain. Il y a certaines situations dont on ne peut faire prendre conscience que par des émotions. Et en même temps, on sait aujourd'hui, les travaux en psychologie cognitive tentent à le démontrer, on sait que les émotions saturent très largement l'esprit humain, saturent notre cognition. Le cerveau a beaucoup de mal à gérer des émotions intenses. Quand on ressent des émotions intenses, une bonne partie de nos facultés critiques sont mobilisées pour intégrer justement ce flot émotionnel dont on est gorgé. Et donc, quand on inonde d'émotions un auditoire, on peut, à un moment donné, le saturer tellement qu'on le prive d'une partie, voire de la totalité de son esprit critique. Et ça, en fait, on en a presque toutes et tous fait l'expérience. Il suffit de se souvenir des moments où on est en concert, par exemple. On va voir en concert un groupe qui nous passionne, qui nous fascine, et on est très ému
d'être à cet endroit-là, d'avoir ce groupe qu'on écoute depuis des mois en face de nous, d'être dans la même pièce. Il y a des milliers de personnes autour de nous. Tout ceci fait une forme déjà de saturation sensorielle. Bon, nos sens sont totalement saturés, donc c'est déjà des informations à gérer pour le cerveau, puis beaucoup d'émotions. On est gorgé d'enthousiasme, galvanisé presque par le concert. Et là, le chanteur scande quelque chose, et nous, dans la foule, on est là, ouais, avec tout le monde. Et en fait, parfois, on se rend compte qu'on n'a même pas trop compris ce que le gars a dit. Et même parfois, on se rend compte qu'en fait, on a compris ce que le gars a dit, mais on n'est même pas sûr d'être d'accord avec lui. Mais on a quand même levé le bras et on a quand même scandé. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la saturation émotionnelle et sensorielle est telle qu'on a zéro esprit critique. Zéro esprit critique. Bon. Et on voit ça dans les manifestations. Je veux dire, combien de fois on s'est retrouvés... Enfin, je pense que... Tu peux nous partager tes expériences. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait cette expérience de se retrouver en manifestation, de scander des slogans, et puis en rentrant chez eux, de se dire, bon, il était un peu con ce slogan. Peut-être que tout seul comme ça, je le redirais pas là maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est des moments où en fait les émotions nous saturent, notre esprit critique s'affaiblit et on a beaucoup plus de mal à rejeter les suggestions ou les positions ou les arguments ou les formules qui nous sont proposées. Bon. Donc là, on voit bien que l'émotion, qui est un outil rhétorique, comme je l'ai dit, fondamental, qui est un outil légitime parfois, peut devenir manipulatoire, c'est-à-dire que quand on sature quelqu'un d'émotion, on le prive en partie de sa capacité à dire non. Voilà, ça par exemple, c'est un endroit où la frontière entre conviction et manipulation, elle devient trouble, et oui, il faut faire attention avec sa rhétorique. On peut, parfois même sans s'en rendre compte, en venir à priver l'autre d'une liberté encore une fois essentielle, celle de ne pas être d'accord avec nous. Le fait que tu parles des émotions et le fait que c'est en effet un des piliers ou, on va dire, un des axes les plus stratégiques pour convaincre, est-ce que quand on est dans la position de celui ou celle qui doit convaincre, cependant, on doit mettre de côté nos émotions ? Parce que moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que l'art de la rhétorique est en effet extrêmement rationnel. Et qu'en fait, quand ton but, c'est de convaincre quelqu'un, aucun aspect émotionnel ne doit entrer en jeu parce que ça risque de te déconcentrer de ton but final. Ouais, c'est une excellente question. La réponse, bien sûr, est non. Il ne faut pas renier ses propres émotions. Je dirais même au contraire. On a, je pense, quantité d'exemples qui montrent qu'une prise de parole émotionnée, alors c'est un néologisme qu'on emploie en argumentation, justement, pour dire un discours dans lequel on perçoit les émotions du locuteur ou de la locutrice, un discours émotionné peut être excessivement convaincant. Je dirais même au contraire. Les discours émotionnés sont souvent les plus convaincants. C'est souvent parce qu'on sent vibrer derrière les arguments, derrière la parole, les émotions, l'authenticité, la puissance de conviction, l'intensité, la profondeur de conviction de l'orateur ou de l'oratrice, qu'on se laisse convaincre. Et parfois, il y a des prises de position qui ne sont pas virtuoses d'un point de vue rhétorique, qui ne sont pas très techniques, des prises de position dans lesquelles ça peut même être un peu le foutoir parfois, mais où on sent vibrer une telle authenticité, où on sent poindre sous le discours une telle émotion justement chez celui ou celle qui parle, qu'on se laisse convaincre par cela. On se laisse toucher puis convaincre par cela. Donc non, les émotions que nous ressentons en tant qu'orateur ou oratrice, elles peuvent être de nature à convaincre, elles sont précieuses. Il faut savoir les laisser s'exprimer, parce que ce sont elles qui peuvent être de nature à toucher nos interlocuteurs ou nos interlocutrices. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a plein de choses qu'il faut dire, parce que tu dis l'art de la rhétorique est très rationnel. Oui, aussi. C'est-à-dire que être projeté, être mu par ces émotions, c'est une arme fascinante, une arme incroyable pour convaincre autrui. Mais dès lors que ces émotions s'expriment ou trouvent à s'exprimer dans le cadre d'une technique qui soit solide, elles n'en sont que plus convaincantes. C'est-à-dire, un orateur ou une oratrice émue, ça peut nous toucher. Mais un orateur ou une oratrice qui non seulement fait vibrer ses émotions, possède des émotions vibrantes, mais de surcroît une technique qui lui permet de les mettre en valeur, là, ça devient quelqu'un d'inarrêtable. Quand, c'est un exemple que je prends sans cesse, mais quand Robert Badinter, à la tribune de l'Assemblée nationale en 1980, défend le projet de loi d'abolition de la peine de mort, il est en train de faire advenir, il est en train de réaliser, il est en train de toucher au terme d'un combat qui a été l'un des grands combats de sa vie, qu'il porte depuis des années et des années. Il s'est engagé dans les tribunaux pour défendre des hommes susceptibles d'être condamnés à mort. Et donc là, à ce moment-là, dans son discours, vibre une émotion authentique, sincère, puissante,
que l'on entend poindre dans son discours, mais pas seulement. On voit aussi s'exprimer toute sa virtuosité d'avocat. Et c'est l'alliance des deux qui fait de ce discours un grand discours. Quand le pasteur Martin Luther King prononce devant le Lincoln Memorial son grand discours « I have a dream », c'est un excellentissime orateur avec toute la technique et la virtuosité que cela suppose. Mais il est aussi en train de prononcer le discours de sa vie, l'un des discours de sa vie, en l'occurrence le discours de sa vie. Il sait qu'il est en train de faire résonner en ce lieu une parole qui lui tient plus qu'à cœur, qui le porte, qui sera l'œuvre entière de son existence. Et donc, derrière les mots, c'est son émotion aussi qu'on sent poindre et qui vient nous toucher. Bon. Et on pourrait multiplier comme ça les exemples. Les grands discours ont souvent été des discours émotionnés, en réalité. Donc, d'une part, cette rationalité, cette technique rhétorique, elle peut être l'écrin dans lequel s'exprimera avec d'autant plus de force notre authenticité et nos émotions. Et puis, par ailleurs, et c'est là où la formation en rhétorique se révèle aussi importante, c'est que on n'est pas toujours pleinement ému, ou en tout cas on n'est pas toujours pleinement mu, soulevé, on n'est pas toujours pleinement transporté par ce dont il nous faut convaincre. Je pense que parmi les hommes et les femmes, les personnes qui nous écoutent, il y a plein de personnes qui, dans leur vie professionnelle, par exemple, peuvent être amenées à convaincre de trucs qui ne sont pas pour elles et pour eux des combats fondamentaux. Donc, parfois, dans nos vies professionnelles, voilà, on doit défendre une position dont on peut être convaincu, mais qui n'est pas forcément le truc qui nous fait nous lever le matin, quoi, voilà. Il faut quand même convaincre malgré tout. Alors comment tu fais pour convaincre quand tu n'as pas justement cette flamme qui brûle au creux de ton ventre? Bon, bah là, tu as bien besoin de techniques rhétoriques. Et c'est à cela que ça sert justement d'étudier l'argumentation. L'analogie que je prends souvent, c'est celle d'un concert de blues ou de jazz, en tout cas de musique improvisée. Parfois, quand on vient voir un concert de musique improvisée, mettons de jazz, parfois le lieu, le moment, l'ambiance, le public, les musiciens ensemble fait qu'il se passe un moment magique. Et on voit les musiciens se dépasser dans une inspiration complètement folle et on les voit proposer un moment de musique que ni eux ni nous n'avions connu auparavant. Ça arrive. Et en même temps, tous les musiciens qui font de la musique improvisée racontent qu'il y a aussi des soirs où on n'a pas trop envie d'y aller, on s'est levé du mauvais pied le matin, on est un peu malade, on se sent un peu ballonné, on est un peu déprimé, on n'a pas trop envie de jouer ici, on joue avec d'autres musiciens que en fait, bon, on n'avait pas, voilà, c'est pas forcément les meilleurs copains. Il faut quand même faire le concert. Il y aura peut-être pas de grands moments de grâce. Mais c'est là où toute la technique, toute la technicité, tout le savoir, tout le répertoire d'un musicien d'improvisation va lui permettre de se sortir d'une telle situation et de donner un grand et un beau spectacle pour les auditeurs et les auditrices malgré tout. C'est pareil pour la rhétorique. Tu nous partageais ton échec amoureux au lycée, malgré ta stratégie. En quoi l'art de la rhétorique t'a aidé à mieux draguer ? Ouais, je crois pas que l'art de la rhétorique m'ait aidé à mieux draguer. Je crois que c'est un peu une image qu'on se fait. Non, ce qui est sûr, c'est que plus on évolue dans les mots, plus on évolue dans le langage, plus effectivement on se sent apte. À séduire, on pourrait se demander, est-ce que la séduction, c'est pas l'art de bien parler ? Déjà pas seulement. Je pense pas seulement, je pense qu'il y a pas que les mots loin de là qui rentrent en ligne de compte dans un moment de séduction. En fait, de deux choses l'une, voilà, je répondrai comme ça, de deux choses l'une. Soit on voit, c'est le cas de certains, c'est pas le mien, soit on voit la séduction comme le lieu d'une stratégie. Il faut avoir des stratégies de séduction. Alors dans ces cas-là, j'ai envie de te répondre peut-être. Peut-être, et d'ailleurs, il y a quantité de livres qui ont été écrits, qui élaborent des stratagèmes pour séduire, stratagèmes dans lesquels parfois dans lesquels on retrouve une sorte de cocktail d'outils qui viennent certains de la psychologie sociale, certains de la psychologie cognitive, certains qui vont puiser dans quelque chose qui ressemble quand même un petit peu à de l'hypnose ou en tout cas qui vont chercher dans de la suggestion. Bon. Et puis des outils qui sont des outils rhétoriques. Tu les as donc lus ? Je m'y suis intéressé. Non, mais bien sûr, je m'y suis évidemment intéressé. Je me suis intéressé à toutes ces sphères parce que le contact avec ce que je fais était immédiat. Et je vais même te dire plus. C'est que j'ai fait de nombreuses conférences de rhétorique. Et très souvent, il y a à la fin de ces conférences des coachs en séduction qui sont venus me parler en me disant « Ah, c'était très intéressant.
N'aurais-tu pas publié un petit livre dans lequel je pourrais retrouver la substantifique moelle de ton intervention? Bon, longtemps j'ai répondu justement non. Bon, maintenant le livre existe. Mais donc tout ça pour te dire que eux-mêmes ne s'y sont pas trompés. Il et elle, coach en séduction, plutôt ils, ont bien vu que là il y avait peut-être des petits outils dont ils pouvaient profiter. Mais j'ai envie de dire ça c'est si tu vois la séduction comme une entreprise stratégique. C'est-à-dire, c'est si tu vois la séduction comme l'art de produire chez l'autre le consentement. Idéalement, quand on tombe pas en plus dans des choses qui sont pénalement poursuivables, mais bon, laissons ça de côté. Là, en théorie, en tout cas, chez ces coachs en séduction, ils voient leur art comme l'art de produire le consentement. Voilà, c'est ça qu'ils vendent, c'est l'art de produire le consentement. Et moi, je suis pas du tout, sans nier que ce soit possible de le faire et que la rhétorique puisse y parvenir, j'ai jamais vu la séduction comme cela. Je trouve que c'est une vision de la séduction qui est pas la mienne, enfin que je trouve assez sombre, quoi, et assez triste. Et au-delà de ça, qui pose même des problèmes éthiques, parce que produire le consentement avec des procédés chez quelqu'un qui l'aurait peut-être pas donné autrement, alors c'est toujours du consentement, mais pour moi, on arrive dans des choses qui sont quand même floues. Donc voilà, j'ai lu les bouquins, je vois très bien les outils qui sont utilisés. Je considère que dans la majorité des cas, en tout cas j'ai l'impression que dans la majorité des cas, ces outils sont surtout des béquilles. C'est-à-dire que je pense que ces outils, c'est surtout des béquilles pour des hommes et des femmes, plutôt des hommes encore une fois, puisque c'est plutôt ça le lectorat de ces bouquins-là, pour des hommes qui ont beaucoup de mal à aller parler aux personnes qu'ils cherchent à séduire et qui voient dans ces recettes de cuisine quelque chose de rassurant. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça le lectorat de ces bouquins. Ils se disent, ok, je commence comme ça, je dis cette phrase, ça va marcher. Et très souvent, c'est davantage de la béquille. C'est quelque chose que tu utilises faute d'y aller en étant toi-même, tout simplement. C'est vrai aussi qu'il y a certains de ces procédés qui utilisent véritablement des biais cognitifs qui sont de l'ordre de la manipulation, qui sont de l'ordre vraiment de produire le consentement là où il n'aurait pas nécessairement eu lieu. Et là, pour moi, ça pose des problèmes éthiques fondamentaux. Donc voilà, c'est pas du tout ma tasse de thé. Tu disais que ça, c'était une vision de la séduction. Quelle est l'autre vision ? L'autre vision de la séduction, c'est simple. Pour moi, la séduction, c'est une rencontre, quoi, tout simplement. C'est une rencontre entre deux individus qui se plaisent, qui vont résonner sur la même fréquence. Et pour voir advenir cela, pour moi, la seule et la meilleure manière, c'est simplement d'être qui on est. Voilà, déjà, je m'estime absolument pas avoir des conseils de séduction à donner à qui que ce soit. Je suis pas sûr d'être un maître en la matière du tout. Mais si j'en avais un à donner, ce serait simplement celui-là. Ce serait d'être soi-même et puis de constater si ça résonne ou si ça ne résonne pas, tout simplement. Et là où la rhétorique en cela peut être utile, c'est qu'effectivement, elle donne une forme d'aisance avec les mots. C'est-à-dire que quand on passe son temps dans les mots, dans le langage, dans le verbe, c'est un peu plus facile simplement d'aller parler aux gens. C'est un peu plus facile de faire des conférences devant quelques centaines, parfois quelques milliers de personnes. C'est un peu plus facile d'ouvrir sa gueule dans un dîner de famille ou dans une réunion ou au sein d'un groupe d'amis quand quelqu'un dit quelque chose avec lequel on est en grand désaccord et que l'on veut absolument faire entendre un autre point de vue à ce moment-là. Et puis, ça aide aussi à évoluer avec plus de confiance en soi dans un dialogue avec quelqu'un que l'on aimerait bien séduire. Donc en cela, la rhétorique, elle aide dans cette interaction sociale, mais comme dans toutes les autres, au même titre, ni plus ni moins. Je ne vais pas te demander quelles sont les stratégies efficaces pour convaincre, parce que déjà, tu en parles très bien dans ton livre, et je pense que ça risque aussi d'être trop pris au premier degré, alors que c'est très contextuel, mais j'ai bien envie de te demander quelles sont les stratégies que tu ne recommandes pas, ou les écueils que tu vois trop souvent reproduits dans un échange, quand une personne cherche à convaincre la personne en face d'elle. J'en donne un, il suffira. Parce que c'est l'écueil, avec un grand L, celui dans lequel on tombe toutes et tous, moi y compris bien souvent. L'écueil dont il faut se garder, c'est de convaincre en partant de soi plutôt qu'en partant de l'autre. Il faut toujours se souvenir qu'en rhétorique, il n'existe pas d'arguments qui soient efficaces dans l'absolu. Il y a des arguments qui sont rigoureux dans l'absolu ou qui manquent de rigueur dans l'absolu. C'est-à-dire que si je cherche à te convaincre de quoi que ce soit en utilisant un chiffre, mais que ce chiffre est erroné, ou que je l'emploie à mauvais escient, ou qu'il désigne en réalité autre chose que ce pourquoi je l'emploie, c'est un argument qui ne sera pas rigoureux dans l'absolu. Donc il y a des arguments qui peuvent être rigoureux ou ne pas l'être, dans le vide. En revanche, un argument, il n'est jamais efficace dans le vide. Il n'est jamais efficace dans l'absolu. Il est toujours efficace
face à un interlocuteur ou une interlocutrice donnée, face à un auditoire donné. Et donc le premier conseil, c'est toujours d'argumenter en partant de l'autre, d'argumenter en ne se posant pas la question qu'est-ce qui moi m'a convaincu, mais qu'est-ce qui peut être de nature à convaincre l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'important. L'exemple que je prends toujours, c'est l'exemple de admettons que je veuille convaincre quelqu'un de diminuer sa consommation de viande, voire d'arrêter de consommer de la viande. Bon, pourquoi pas, je peux chercher à... ça peut être mon objectif rhétorique. Bon, par pure transparence, moi-même, je suis végétarien, je le dis, comme ça, on sait d'où je parle. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est le cas d'école. Il y a 2 arguments principaux qui sont rigoureux. Ils ne sont pas définitifs. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est la seule solution possible. Quand je dis qu'ils sont rigoureux, ça ne veut pas dire qu'ils doivent emporter la conviction de l'autre, mais ils peuvent le faire de manière légitime. Il y a 2 arguments rigoureux, légitimes, pour défendre le végétarisme. C'est la souffrance animale, le fait de dire que la consommation de viande produit pour les animaux une souffrance inévitable, à tout le moins celle qui accourt dans les abattoirs, voire celle qui accourt dans les élevages industriels intensifs. Premier argument, la souffrance animale. Deuxième argument, c'est l'impact pour le climat. Les émissions carbone, on sait qu'aujourd'hui, l'élevage, c'est une des activités les plus émettrices de gaz à effet de serre. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, si nous étions soudain, subitement, toutes et tous végétariens, voire véganes, on sait que le climat s'améliorerait, en tout cas les émissions carbone diminueraient subitement et de manière tout à fait notable à l'échelle mondiale. Deux arguments, ok, la souffrance animale, l'impact sur le climat. Admettons que moi, ce qui m'a convaincu, c'est les questions de souffrance animale. J'ai vu les vidéos de L214, j'ai vu les abattoirs, lors d'un séjour à la campagne, lors d'une vacance à la campagne en Bretagne, je me suis retrouvé nez à nez avec une vache et quelque chose dans son regard m'a bouleversé. Que sais-je ? À un moment donné, j'ai pris conscience de cet enjeu de souffrance animale. C'est ça qui m'a convaincu. C'est pour cette raison que j'ai arrêté de manger de la viande. Si je suis face à un interlocuteur, je cherche à le convaincre de la même chose. J'emploie cet argument, la souffrance animale. Si cet interlocuteur, lui, en fait, fondamentalement, il s'en fout de la souffrance des animaux. Il est spéciste, comme on dit, c'est-à-dire qu'il estime que les animaux sont intrinsèquement inférieurs à l'être humain. Bon. C'est son point de vue. À titre personnel, Clément Viktorovitch, c'est pas le mien. Mais lui, c'est son point de vue. C'est sa vision du monde, c'est son paradigme. Il évolue dans un monde où les animaux sont inférieurs aux êtres humains et ça justifie que les êtres humains en disposent comme ils le veulent. Leur souffrance n'est que peu de choses à cet égard. Je peux utiliser pendant des heures et des heures mon argument de souffrance animale. Je ne le convaincrai jamais. Alors que peut-être que cet ami, il est en réalité mobilisé sur les questions climatiques, il se sent concerné par le changement climatique, il est même peut-être éco-anxieux, comme on dit, et peut-être que si je lui faisais prendre conscience de l'impact de la viande sur le climat, peut-être que là, il se dirait, non pas pour des questions de souffrance animale, mais pour des questions climatiques, tiens, peut-être que moi aussi je pourrais réduire, ça pourrait être une bonne idée. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que si je reste centré sur ce qui, moi, m'a convaincu, sur ce qui, moi, m'a touché, sur la raison qui, moi, a emporté ma conviction, jamais je n'arriverai, lui, à le convaincre. Et donc, employer un autre argument qui est rigoureux, c'est-à-dire là, c'est pas de l'ordre de la manipulation, de la démagogie. J'ai pas été chercher un autre argument qui va lui parler tout en étant faux. Ça pourrait être un autre problème. J'ai pas été chercher un argument qui va lui parler en étant faux. J'ai été chercher un argument qui est aussi rigoureux. Peut-être que moi, il me touche moins, mais lui, ça va le toucher davantage. Eh bien, je dois avoir la présence d'esprit de ne pas argumenter à partir de mon point de vue, mais d'aller chercher au contraire ce qui, lui, cet interlocuteur-là, cette personne avec lequel ou laquelle je discute là, est de nature à le ou la convaincre. C'est ça l'écueil que je vois sans cesse, c'est le fait d'argumenter de son point de vue, d'utiliser les arguments qui nous ont convaincus sans se poser la question de savoir qu'est-ce qui pourrait, tout en restant rigoureux, mais qu'est-ce qui pourrait convaincre la personne en face de moi. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps sur ce podcast Olivier Sibony, qui est un auteur et stratégiste, notamment autour du sujet des biais cognitifs. Et il nous disait que en fait, dans les 5 secondes où un candidat passe la porte, la plupart des recruteurs savent déjà s'ils vont le recruter ou pas. Comment est-ce que la rhétorique peut nous aider à dépasser ce préjugé et à changer finalement la finalité de l'entretien ? Comme ça. En se mettant à la place du recruteur ? Une partie de la réponse est contenue dans ta question. Tu as tout à fait raison de dire que l'image que nous renvoyons amène déjà l'interlocuteur à se forger effectivement en quelques secondes, voire en quelques millisecondes, enfin millisecondes j'exagère, mais en quelques centièmes de secondes, une idée de qui nous sommes et d'à quel point il peut ou non nous faire confiance. Il y a un exemple, il y a une expérience très célèbre qui a été faite par un chercheur qui s'appelle Alexander Todorov, chercheur en psychologie sociale, qui depuis expérience qui a été répliquée
en de nombreuses reprises, en de nombreuses manières tout autour du monde. C'est une expérience robuste. L'expérience est la suivante. Todorov a pris les portraits de candidats qui sont affrontés lors des élections législatives américaines. Donc des duels. Élections législatives américaines, c'est presque toujours des duels entre un démocrate et un républicain. Donc il a pris des paires de candidats qui sont affrontés et il les a montrés dans son laboratoire à des individus. Et la seule question qu'il leur pose, c'est, d'après vous, déjà, première question, est-ce que vous connaissez ces personnes-là ? Si les gens disent bah oui, je les connais, c'est des candidats au Congrès, bon, la personne est disqualifiée. Okay. Mais par contre, si la personne dit bah non, je sais pas qui ils sont, ah bah très bien. Voilà, deuxième question, d'après vous, laquelle de ces deux personnes est la plus compétente ? Donc, on leur demande ça purement sur des critères physiques, au faciès. Les gens protestent un peu, généralement, disent bah non, mais je suis pas à l'aise, mais on s'en fout, allez, on est entre nous, répondez, c'est marrant. Laquelle de ces deux personnes, elle est comme ça, là, comme ça, vous paraît la plus compétente. Les gens répondent et on se rend compte qu'il y a une corrélation même assez nette entre les résultats de l'élection et les réponses des participants. C'est-à-dire qu'en fait, les électeurs et les électrices, effectivement, croient voter pour une grande partie d'entre elles et d'entre eux, croient voter en se fondant sur des programmes, pour des raisons rationnelles. En fait, une part de nous, pas forcément tout notre opinion, mais une part de nous se détermine sur le visage du candidat ou de la candidate qui est en face de nous. Et c'est vrai également dans le cas d'un recrutement. Dans le cas d'un recrutement, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo, c'est-à-dire le fait que des éléments qui peuvent être des éléments tout à fait matériels et superficiels vont amener l'autre à se faire une image de qui nous sommes. On sait que le simple fait de porter des lunettes, par exemple, amène l'interlocuteur à nous créditer de davantage de compétences. C'est pour ça que tu les as gardés. Absolument, alors que j'ai une vue parfaite, 10 sur 10 à chaque œil. Bon, pas du tout, je suis myope comme une taupe. Mais par contre, je sais que mes lunettes me permettent d'être crédité de davantage de compétences. Je sais que c'est aussi un outil dans mes interactions avec mes interlocuteurs. Donc, effectivement, et puis il n'y a pas que cela. C'est-à-dire que là, on pourrait détailler, mais la taille aussi, plus on est grand, plus on paraît avoir de l'autorité. Et la beauté, avec plein de guillemets autour de cela. Alors, évidemment, il n'y a pas de manière de mesurer objectivement la beauté, mais tu peux... Il y a des standards. Il y a des standards, et puis tu peux montrer des photos aux gens, et avec un premier panel de, je sais pas, une cinquantaine de personnes, tu leur dis, bon, bah cette personne, vous lui donnez combien en termes de beauté de 0 à 10 ? Les gens protestent, bah ça se fait pas, mais on s'en fout, on est entre nous, allez, bon. Dans les universités, les gens protestent pas trop. Voilà, c'est ça. et puis, à l'époque, on donne une note. Tu as une échelle de à quel point les gens sont considérés comme beaux ou non, et bien on se rend compte que plus tu es considéré comme beau, plus les gens font preuve d'indulgence à ton égard. Et plus les gens te créditent aussi de qualité morale. Et ça a donné une règle en psychologie sociale qui est ce qu'on appelle la règle du « what is beautiful is good ». C'est si tu es beau, tu parais bon. Et donc on sait que par exemple, dans les procès, les personnes belles seront moins souvent condamnées, et si elles sont condamnées, seront condamnées à des peines moins sévères. Et alors je vais même aller plus loin parce que j'avais lu ça quand je faisais, je sais plus quelle vidéo YouTube de décryptage, mais j'avais trouvé ça fascinant au sens littéral du terme, que les tueurs en série qui étaient beaux physiquement, en fait, avaient des fan clubs de jeunes femmes, mais qui allaient le voir en prison, qui manifestaient pour qu'il sorte, parce que elle partageait le discours de non, il n'a pas pu faire ça, c'est pas possible, il y a une erreur. Et vraiment des lettres qu'il recevait dès que tu sors de prison, sache que je suis là, je t'attends. Et j'avais trouvé ça complètement affolant. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes pour faire une réduction telle qu'une beauté physique est forcément conséquente d'un comportement potentiel. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Bah, y a sans doute une part de cet effet qu'on décrit là, tu as raison, avec en plus cette fascination du morbide un peu étrange autour des tueurs en série par ailleurs. Mais tout ça pointe dans la même direction, effectivement, celle que tu disais, qui est parfaitement vraie. Hein, quand tu passes le pas d'une porte, en quelques secondes, mais même quelques millisecondes, parce que l'expérience d'Alexander Todorov dont je parlais tout à l'heure, enfin oui, c'est ça. Centième de seconde, plutôt. Cette expérience a été répliquée. Donc, la première fois, il a montré les photos en disant, bah alors, laquelle c'était pas. Et puis derrière, il a refait l'expérience, mais en flashant les photos pendant 20 millisecondes. T'as à peine le temps de les voir. On est juste au-dessus du seuil du seuil du subliminal. Voilà, on est juste au-dessus du seuil du subliminal. T'as vu les deux portraits, mais à peine. Et on te dit, bon, bah, t'as vu deux portraits, lequel est le plus compétent ? Bah, là, les gens protestent de fou en disant, mais non, mais déjà, 1, la question, tu te moques de moi. Et 2, je les ai pas vus, tes saloperies de portraits. Mais allez, on s'en fout, réponds ! Et donc, les gens répondent et on se rend compte que ça marche aussi. Et donc, en fait, cette question des traits du visage et du sentiment de compétence que cela dégage, ça s'ancre en nous en quelques centièmes de seconde. Et donc, c'est cet article qui est assez célèbre, qui s'appelle « Élu en 20 millisecondes ». C'est là où ta question est pertinente, c'est que tout cela est vrai et en même temps,
ça n'est pas définitif. C'est-à-dire que derrière, si on s'arrête à cela, on va dire, bon, bah, en fait, tout ce que je fais sert à rien. La rhétorique, les mots, convaincre, on s'en fout, puisque tout se réduit finalement à des questions de préjugés, d'apparence physique, d'effets de halo, de biais cognitifs. Sauf que justement, non. C'est là où derrière, la rhétorique prend le relais. Et effectivement, la rhétorique permet de remonter la pente et malgré notre apparence physique, malgré les préjugés dont notre interlocuteur peut nous affubler, à force de rhétorique, d'argumentation, de bagou, de virtuosité, de talent, de caractère enflammé aussi, on peut inverser la tendance et finir par convaincre là où on partait avec un désavantage. Mais ce qui est important de dire, c'est que, en effet, ce que tu dis est vrai, nous ne sommes pas logés à la même enseigne, nous ne sommes pas égaux dans notre capacité, notre facilité à convaincre. Celles et ceux qui parmi nous naissent grands, beaux, avec une mâchoire carrée, des pommettes saillantes, un front large, des yeux écartés, partent avec dans la vie un avantage incroyable. Et pour autant, ça ne veut pas dire que nous sommes battus, ça veut simplement dire qu'on aura plus à rattraper si on n'a pas tous ces avantages de départ. Et c'est là où il va falloir justement travailler notre rhétorique. Donc si demain, moi je passe un entretien pour, au hasard, interviewer Michelle Obama sur le podcast, et quand je passe la porte, je sens que les deux personnes en face, le jury, quoi, voilà, ma tête leur revient pas, je sens qu'ils sont pas très aimables, qu'au début on a du mal à démarrer la conversation. Quels seraient peut-être les 3 conseils que tu me donnerais pour essayer d'inverser la tendance et leur montrer que je suis la personne la plus adaptée pour interviewer Michelle Obama? C'est impossible à dire parce que c'est trop... Il y a trop de choses qui rentrent en compte. Quand même, tu me demandes trois conseils. On peut en chercher quelques-uns. Déjà, le premier, c'est avoir l'air convaincu. C'est une règle en rhétorique qui est très ancienne, que beaucoup connaissent, ou dont beaucoup ont l'intuition, et cette intuition est correcte. Plus on semble convaincu, plus on a l'air convaincant, plus on met du poids dans notre entreprise de conviction et plus on va réussir à lever les réticences de l'interlocuteur. Donc si j'arrive que je sens déjà qu'en face de moi, il y a des réticences naturelles, fondées sur des préjugés certes, mais réticences malgré tout, et qu'en plus je dis bon, bah alors, voilà, moi il y a une chose dont j'aurais peut-être aimé vous parler, je sais pas si vous allez bien vouloir, mais ça aurait été important, c'est terminé. Alors que si tu viens et que tu dis ah, je suis très heureuse, c'est pour moi un honneur de vous rencontrer. J'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que vraiment, ensemble, on pourrait faire une émission incroyable. Voilà, je vais vous expliquer ça en quelques points. Tu vois, déjà, c'est pas la même chose. Donc déjà, le premier conseil, c'est mettre de la force de conviction dans son entreprise, s'engager soi-même, avoir l'air convaincu, on en devient plus convaincant. Premier conseil qu'il faut immédiatement nuancer par un second, c'est qu'il faut également se méfier de l'excès de pression. Quand on fait peser une pression trop grande sur l'interlocuteur, au contraire, on lève ses résistances. Et c'est la deuxième règle en rhétorique qu'il faut connaître et qui contredit totalement la première, c'est que si je fais peser trop de pression, l'autre se sent menacé dans sa liberté de me dire non, et il va de lui-même lever son système de défense, lever ses résistances, et c'est là où on a beaucoup de mal à le convaincre. Donc si je rentre en disant « Ah, Madame Obama, j'aimerais vous expliquer pourquoi je suis la seule intervieweuse que vous voulez rencontrer en France. Je vous l'ai dit, tous les autres ne font que pâle figure avec moi. C'est presque, si vous voulez faire une bonne interview française, c'est avec moi qu'il faut le faire, avec moi seulement. Je vais vous expliquer pourquoi. » Immédiatement en face, tu dis mais attends, c'est qui celle-là, enfin, pour qui elle se prend, et puis surtout, qu'est-ce que c'est cette manière de m'expliquer que j'ai un seul choix, seulement le sien? Ça donne très envie de répondre, eh ben tu sais quoi, s'il n'y a que toi avec qui faire un entretien, c'est précisément avec toi que je ne le ferai pas. Next. Bon. Donc voilà, il va falloir réussir comme cela à faire cohabiter ces deux obligations contradictoires, c'est-à-dire à la fois mettre de l'engagement, mettre de la force de conviction dans son entreprise, et en même temps faire attention à ne pas faire peser trop de pression, faire en sorte que l'autre se sente toujours libre de nous dire non. C'est quand l'autre se sent libre de nous dire non que peut-être il nous dit oui. Si l'autre ne se sent plus libre de nous dire non, alors il va lever toutes ces barrières de résistance. Le troisième exemple, je dirais, tu prends le contexte spécifique d'un entretien. Je pense qu'il faut avoir travaillé au préalable son intervention, avoir structuré son argumentation en quelques points seulement, être capable d'être extrêmement concis et également faire en sorte que si l'autre, dans un tel contexte, on peut imaginer qu'il est possible d'être coupé à chaque instant, puisque le temps de l'autre est précieux. Et donc là, il faut structurer son intervention d'une manière qui supporte la coupe. Donc si
je fais toute une dissertation qui passe par thèse, antithèse, synthèse, nuance 1, nuance 2, arguments qui s'enchaînent afin d'arriver 7 minutes plus tard à la conclusion. Voilà pourquoi je pense que nous devrions travailler ensemble. Il y a de fortes chances que l'autre me coupe avant même que j'ai eu le temps d'arriver à ma conclusion, ce qui serait dommageable. Et donc là, je pense que dans un tel contexte, il faut plutôt travailler son intervention pour avoir un plan qui serait plutôt un plan énumératif. C'est-à-dire, je commence par la conclusion en disant « Ah, Madame Obama, quel plaisir de vous rencontrer. Je pense que nous pourrions ensemble faire de grandes choses. Je pense que mon podcast pourrait être le lieu possible pour vous de dire ce que vous n'avez peut-être pas encore pu dire. Voilà pour quelle raison. » Et derrière, tu énumères une succession d'arguments, 2, 3, 4, les arguments les plus impactants. C'est là où tu vas parler, j'imagine, de tes chiffres, du succès, quelles sont les personnes qui sont venues avant, ce qu'on te dit généralement à la fin de l'enregistrement, le retour de tes abonnés, que sais-je encore. Mais en tout cas, si tu es coupé, ce sera jamais grave puisque de toute façon, tu auras déjà dit l'essentiel et là, tu es simplement dans l'énumération de tes arguments qui peuvent tout à fait supporter d'être amputés de l'un d'entre eux. Donc voilà par exemple 3 conseils qui pourraient faire que cette rencontre ne soit pas un total fiasco. Merci Michel, on t'attend. Tu sais quel est le mot le plus recherché à côté de ton nom quand on tape ton nom sur Google ? Aucune idée. Clément Viktorovitch, pendentif. Alors du coup, je suis obligée de te demander, qu'est-ce que ce pendentif ? Qu'est-ce qu'il représente pour toi ? C'est la reproduction d'un décadrachme athénien du 5e siècle. Putain, c'est pas mérovingien, je suis très déçue. Effectivement, mais mes bijoux sont plutôt d'inspiration antique, issus de l'Antiquité athénienne que du Moyen-Âge, pour de bien bonnes raisons. Donc ça, c'est un décadrachme athénien, donc c'est une pièce frappée dans l'Athènes, j'ai pas envie de dire démocratique, parce que bon, il faudrait discuter ensemble de est-ce que la constitution des Athéniens était une démocratie. Les Grecs eux-mêmes n'employaient pas ce terme. Mais bref, c'est ce que nous, on associe à la démocratie athénienne. C'est la période que nous associons à la démocratie athénienne, un peu avant même en réalité. C'est une très belle pièce de monnaie déjà. En tout cas, c'est un décadrachme, c'est l'équivalent de 10 drachmes. Donc c'est en matière précieuse 10 fois le salaire d'un ouvrier agricole athénien de l'époque. Ça, c'est pour ton côté capitaliste. Exactement. C'est-à-dire que le décadrachme, c'est pas ce que tu utilisais à l'époque pour payer ta baguette de pain, pour payer ton pain à l'huile d'olive. C'est plutôt ce que tu utilisais pour t'acheter des terres, évidemment. Donc c'est une monnaie qui a été très peu en circulation en réalité. Mais comme elle est lourde, comme elle est massive, ça fait un très beau pendentif, je trouve. Voilà, ça c'est pour exactement ce que c'est et l'aspect visuel. Il a été frappé, la pièce a été frappée pour moi par un artisan du sud de la France qui fait des reproductions de pièces anciennes. Et c'est mon camarade Quentin Pontonnier de la marque Temps d'Avenir qui me l'a transformé en pendentif. Donc voilà pour d'où vient le pendentif. Bah après, c'est la chouette d'Athéna, tout simplement. J'aime avoir en Athéna la déesse protectrice de la démocratie. Pour des raisons que je suis capable d'argumenter. Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait faux non plus, puisque Athéna, c'est la déesse protectrice d'Athènes, qui est le berceau de ce que l'on appelle aujourd'hui notre démocratie. Et puis par ailleurs, on dit souvent d'elle que c'est la déesse de la guerre, mais en réalité, c'est la déesse de l'affrontement plus que de la guerre. Le dieu de la guerre, au sens brutal, sanglant du terme, le dieu des combats, c'est plutôt Arès. Athéna, c'est la déesse de la guerre au sens de la confrontation, mais c'est aussi la déesse de la sagesse. Et d'ailleurs, la chouette d'Athéna, qui orne ce pendentif, c'est le symbole grec de la sagesse. Et au fond, qu'est-ce que c'est qu'une confrontation qui se règle par la sagesse ? Eh ben, c'est précisément, selon moi, la démocratie. La démocratie, c'est précisément le vœu que nous émettons de régler nos différends politiques, non pas par le combat, non pas par la violence, mais par la confrontation des arguments et par l'arbitrage dans les urnes. Et donc, en ce sens, j'aime avoir dans Athéna, à la fois par le lien qu'elle a avec la cité d'Athènes, et puis ensuite par ce double patronage d'être la déesse de la sagesse et celle de l'affrontement, j'aime avoir en Athéna la déesse protectrice de la démocratie. Et moi, la démocratie, c'est pour moi l'un des idéaux les plus élevés et qui est l'une des valeurs politiques qui m'anime le plus. Est-ce que tu peux nous partager un livre qui t'a particulièrement touché et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent ? Un livre qui m'a particulièrement touché, j'ai beaucoup de mal à ne pas recommander La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Donc Alain Damasio, auteur français de la littérature de l'imaginaire, certains diraient un auteur français de science-fiction. Je pense que lui-même ne rejetterait pas le terme, mais La Horde du Contrevent, c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est vraiment de la littérature de l'imaginaire. Et donc c'est un roman d'aventure. Ça se passe dans un monde, on ne sait pas exactement sur quelle planète on est.
Ce sont des humains qui y vivent, hein, mais on ne sait pas exactement où on est. Et c'est un monde où un vent souffle sans jamais s'arrêter du nord vers le sud. Et on commence dans une cité du sud qui est battue par les vents, nuit et jour tout au long de l'année. Et les portes de cette cité donnent sur un désert battu par le vent. Du nord vers le sud, on ne peut pas trop aller à l'est et à l'ouest, on ne sait pas trop pourquoi, mais on sait qu'on ne peut pas trop y aller. Et les habitants de cette ville ont une obsession, c'est de savoir quelle est l'origine du vent, qu'est-ce qu'il y a à l'origine du vent. Et donc à chaque génération, dans cette cité, il y a un groupe d'explorateurs, une horde, des individus les meilleurs dans leur domaine, donc ce sont les meilleurs chasseurs, les meilleurs cartographes, les meilleurs spécialistes du vent, les meilleurs spécialistes du feu, les meilleurs trackers qui se rassemblent dans donc un groupe, une horde, pour partir, une par génération, chercher à découvrir ce qui se passe à l'origine du vent. Et donc on suit une horde qui va partir de cette cité et se rendre comme ça vers le nord, pas après pas. Et c'est un roman d'aventure incroyable, c'est un voyage imaginaire dans un monde qui nous est totalement autre, totalement étranger. C'est une terre hostile en permanence puisque c'est une terre de sable, une terre de vent. Chaque pas est difficile, tout est dur. C'est vraiment une métaphore de l'existence et de ces moments où se lever le matin, ça peut être difficile et où tout nous paraît compliqué. Moi, j'y vois quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, c'est aussi un éloge de la camaraderie, de la communauté, du commun, du groupe qui est plus que la somme de ces individus. Et puis, il y a dans tout cela, évidemment, de grandes séquences de bataille, de grandes séquences de bravoure. Il y a des paysages totalement fantasmagoriques. Tu nous le spoiles beaucoup trop, là. Non, pas trop, ça va, il y a des rencontres. Non, justement, même pas. Alors, je ne fais qu'effleurer la surface de la profondeur de ce livre. Il y a même un duel de rhétorique hallucinant à un moment. Non, c'est vraiment un de mes romans préférés. En fait, c'est, je crois, la seule fois dans mon histoire de lecteur où, à la seconde où j'ai terminé la dernière ligne du livre, j'ai eu envie, à la seconde, de repartir à la première. Le livre m'a tellement plu que j'étais prêt à le recommencer sur le champ. Je le mettrai dans les notes. J'ai 2 dernières questions pour toi. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre ? Peut-être quelqu'un comme Virginie Despentes, par exemple. Moi, et je crois que je ne suis pas le seul, je ne me suis toujours pas totalement remis de sa tribune, hein, on se lève et on se casse, qui était en référence au geste d'Adèle Haenel lors des Césars, quand Polanski avait été sacré. Ça, par exemple, c'est quelque chose que je trouve extrêmement fort. C'est-à-dire, cette tribune, c'est un texte, c'est quelques mots, c'est de la rhétorique, c'est du verbe écrit, même pas dit, même pas prononcé, et dont la puissance était telle, la puissance de conviction était telle que ce texte, cette prise de parole s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet. Voilà, Virginie Despentes, c'est quelqu'un qu'on aurait besoin d'entendre davantage, j'ai l'impression. Et je vais te poser la question signature de ce podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, ça ne peut qu'être mis en relation avec l'idée de lutte. J'ai l'impression qu'on commence à prendre le pouvoir au sein de sa vie quand on s'engage dans une lutte, et de préférence dans une lutte qui est alignée avec nos idéaux. Moi, je crois beaucoup dans la puissance salvatrice de l'indignation et de la colère. Je pense que la lutte, pas forcément la lutte armée, mais la lutte pour faire advenir les idéaux et les valeurs en lesquelles on croit, dans lesquelles on se reconnaît, je pense que là, il y a quelque chose de l'ordre de la vie qui vaut la peine d'être vécu. Voilà. Je pense qu'on prend le pouvoir sur sa vie, ou dans sa vie, je ne sais pas, quand on commence à vouloir prendre le pouvoir sur le cours des choses. Je pense que c'est là où on est utile les uns et les autres. Quand précisément, on cesse d'être centré seulement sur sa vie et qu'on essaye d'aller creuser davantage du côté des valeurs, des idées, des idéaux en lesquels on croit et auxquels on peut participer en tout cas, enfin dont on peut participer à la réalisation concrète
au quotidien. Voilà, pour moi, prendre le pouvoir dans sa vie, c'est commencer la lutte. Merci beaucoup Clément, c'était très chouette d'échanger avec toi. J'ai pu avoir un aperçu de ce que j'ai raté en cours. Pour les personnes qui veulent maintenant en savoir plus sur toi, qui veulent te suivre, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Eh ben, on peut commencer par les rediriger sur Twitch. Twitch en matinée, pour l'instant tous les lundis, mercredis, vendredis matin, mon émission Le Café Rhétorique, où je décrypte l'actualité politique avec les viewers et les vieweuses. Donc sur Twitch d'abord, et puis ensuite j'ai enfin un site web, klemovitch.com, dans lequel on peut retrouver toutes les informations concernant le spectacle, l'art de ne pas dire, puisqu'on reprend à la rentrée à Paris fin septembre au Théâtre Saint-Georges. On va jouer tous les dimanches et lundis de fin septembre jusqu'à fin décembre au Théâtre Saint-Georges, cette pièce qu'on a déjà jouée pendant toute une saison à Paris, et puis partout en France, puisque on se lance dans une grande tournée d'une 30aine de dates, et tout ça c'est dès septembre. Génial, je mettrai tout ça dans les notes et à bientôt j'espère. Avec grand plaisir.